Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette exploration ciblée d'un sujet fiscal qui peut parfois sembler un peu aride, les revenus fonciers en France. C'est vraiment un passage clé pour comprendre comment est imposé le patrimoine immobilier. Et puis bon, c'est aussi très utile en période de révision, on va pas se mentir. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de poser les bases, de bien voir la différence entre les deux grands régimes, le microfoncier et le réel, et puis de comprendre comment on calcule tout ça. Les recettes, les charges, les déficits. On va s'appuyer sur des extraits de cours pour ça. Une sorte de séance de travail pour bien maîtriser les points importants. Absolument. Et c'est crucial de bien cadrer les choses dès le début. Qu'est-ce qui est imposable? Quel régime choisir? Ou subir parfois? Comment on traite les dépenses? Parce que chaque détail, en fait, a un impact direct sur l'impôt à la fin. Derrière la complexité, il y a une vraie logique. On va essayer de la décortiquer ensemble. Qui est imposable. Ensuite, on regarde le régime simple, le microfoncier, et surtout quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser. Après ça, on plonge dans le régime réel, les recettes à déclarer et le point essentiel, les charges déductibles. On verra aussi comment gérer les déficits. C'est technique, mais c'est important. Et on finira avec un cas un peu spécial, mais fréquent, le démembrement de propriété. Allez, c'est parti. Commençons par le début. Qu'est-ce qui rentre exactement dans ces revenus fonciers imposables d'après nos sources? Ce n'est pas juste le loyer d'un appart, j'imagine. Non, effectivement, c'est plus large que ça. Bon, il y a évidemment les loyers des immeubles, bâtis, logements, bureaux, usines, tout ça, et aussi les non bâtis, comme des terrains agricoles, des étangs. Mais il faut aussi penser aux revenus qu'on appelle accessoires. Par exemple, louer un emplacement pour une affiche publicitaire sur un mur, ou, historiquement, les droits de chasse ou de pêche. Même si pour la chasse que le propriétaire se réserve, ça a changé en 2005, ce n'est plus imposable maintenant. Et puis, un cas un peu moins évident, ça concerne certaines propriétés qui ne sont pas louées, mais dont le propriétaire se réserve l'usage, en dehors de sa résidence principale ou secondaire. Là, c'est la valeur locative théorique qui peut être taxée. Et tous ces revenus, on peut les recevoir directement en tant que personne physique ou alors via une structure. Une SCI classique, par exemple, non soumise à l'IS, ou même via des parts de FPI, les fonds de placement immobilier, et le logement que le propriétaire occupe lui-même, que ce soit sa résidence principale ou secondaire. Logique, on ne paie pas d'impôt sur un loyer à soi-même. L'exonération s'applique aussi si on prête le logement gratuitement à un proche. On a déjà parlé du droit de chasse réservé, et puis une indemnité d'assurance pour reconstruire un bien n'est pas imposable non plus si elle couvre des dépenses qui ne sont pas déductibles par nature. Logique. Si le revenu n'est pas imposable, les charges qui vont avec ne peuvent pas être déduites. C'est exactement ça. Il y a un lien direct. La déductibilité des charges, elle est conditionnée au fait que les revenus soient imposables. Bon, le régime microfoncier. On dit que c'est simple, mais c'est pour qui exactement? Le microfoncier, oui. C'est le régime par défaut si vos recettes brutes annuelles, pour tout le foyer fiscal, ne dépassent pas 15 000 € hors taxe. C'est vraiment le seuil clé, qui est réévalué chaque année d'ailleurs. Le gros avantage, c'est la simplicité. On déclare juste le montant des recettes brutes sur la déclaration principale, la 2042, et l'administration fiscale applique automatiquement un abattement de 30%. Ce forfait de 30%, il est censé couvrir toutes les charges. Pas besoin de les lister, de les justifier. Donc le revenu imposable, c'est 70% des recettes brutes, quoi. C'est simple, effectivement, mais 15 000 euros, ça peut être atteint assez vite, non? Et même si on est en dessous, il y a des cas où on ne peut pas bénéficier de ce régime simplifié. Tout à fait. Le seuil peut être un peu juste pour certains investisseurs. Et oui, même sous 15 000 €, il y a pas mal de situations où le microfoncier est exclu. Principalement si on possède des biens un peu spécifiques, comme des monuments historiques qui sont loués, ou si on bénéficie déjà de régimes fiscaux particuliers. Par exemple, la loi Malraux pour des travaux en secteur sauvegardé, ou des dispositifs d'amortissement comme Robien, Borloo, Cellier. L'exclusion s'applique aussi souvent quand on a des parts de certaines sociétés, comme les SCI ou SCPI, si on ne loue rien d'autre en direct, ou si l'immeuble de la société est lui-même sous un régime spécial. Faut vraiment être vigilant là-dessus. D'accord. Donc, si on est éligible au micro, c'est le régime par défaut. Mais on a le droit de choisir le régime réel à la place. Pourquoi on ferait ça et qu'est-ce que ça implique? Oui, on peut opter pour le régime réel. L'intérêt, c'est si on pense que les charges réelles vont dépasser l'abattement forfaitaire de 30%. C'est typique quand on a de gros travaux une année donnée, par exemple. Ou alors si on anticipe un déficit foncier et qu'on veut pouvoir l'imputer sur son revenu global, on y reviendra. L'option est simple. Il suffit de déposer la déclaration spécifique, la 2044.
Mais attention, cette option pour le régime réel, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous vos revenus fonciers. Et surtout, elle est irrévocable pendant 3 ans. C'est un vrai engagement. 3 ans. D'accord. Après ces 3 ans, on peut revenir au micro, si on remplit toujours les conditions de seuil, hein, simplement en arrêtant de déposer la 24-44. Mais on peut aussi très bien réopter pour le réel l'année d'après, si ça redevient plus intéressant. Il y a une certaine flexibilité, mais voilà, chaque option engage pour 3 ans. Et si on dépasse les 15 000 euros de recettes, que se passe-t-il? Ah là, il n'y a plus de choix. Si on dépasse le seuil une année, le microfoncier ne s'applique plus pour cette année-là. On bascule automatiquement, obligatoirement même, dans le régime réel. Et là, il faut calculer son résultat en déduisant les charges qu'on a réellement payées. Parlons-en justement de ce régime réel. Il concerne donc ceux qui sont exclus du micro, ceux qui choisissent volontairement ou ceux qui dépassent le seuil. Le principe de calcul, c'est bien les recettes moins les charges réelles? C'est exactement ça. Le revenu net foncier, c'est la différence entre les recettes brutes encaissées pendant l'année civile et les charges réelles payées pendant cette même année. On parle de comptabilité de caisse, encaissement, décaissement. Et ça demande de remplir la déclaration 2044. Commençons par les recettes. Qu'est-ce qu'on inclut dedans, à part les loyers classiques? Alors, on a bien sûr les loyers encaissés, y compris les arriérés ou les avances si on en reçoit. Mais aussi, on l'a dit, les revenus accessoires comme la pub. Il faut aussi ajouter les dépenses qui devraient normalement être payées par le propriétaire, mais qui sont mises à la charge du locataire dans le bail. La taxe foncière, par exemple. Ça arrive parfois. Les recettes exceptionnelles, comme un pas de porte, sont aussi à déclarer. Tout comme les subventions qu'on peut recevoir, par exemple de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, si elles financent des dépenses qui sont elles-mêmes déductibles. D'accord. Un point important, hein, l'administration fiscale peut contester un loyer si elle l'estime anormalement bas, surtout si on loue à un membre de sa famille. Elle peut le réévaluer à la valeur de marché. Et enfin, le dépôt de garantie qu'on reçoit en début de bail, ça, ce n'est pas une recette imposable au moment où on l'encaisse. Il ne le devient que si on le conserve en fin de bail pour compenser des loyers impayés ou des dégradations. Très clair pour les recettes. Passons maintenant aux charges déductibles. C'est souvent là que ça devient technique en régime réel. Est-ce qu'il y a des conditions générales pour qu'une charge soit acceptée par le fisc? Oui, il y a 5 grandes conditions cumulatives. Ça vient notamment des articles 13 et 31 du Code général des impôts. Pour être déductible, une charge doit, primo, se rapporter à un bien dont les revenus sont imposables. Dosio, être engagé pour acquérir ou conserver ce revenu, donc pas une dépense personnelle. Tertio, être réellement supporté par le propriétaire. Quarto, avoir été payé pendant l'année d'imposition concernée. Et quinto, être justifié. Il faut pouvoir prouver la dépense avec une facture. Garder les justificatifs, c'est vraiment essentiel. Parfait. Les sources donnent ensuite une liste des principales catégories. On peut peut-être les passer en revue rapidement? Les frais de gestion, par exemple? Oui. Alors, les frais de gestion, ça couvre pas mal de choses. Les frais de procédure, si on a un litige avec un locataire. Le salaire et les charges du gardien ou du concierge, si on en a un. Les honoraires payés à une agence immobilière ou un gestionnaire de biens. Ça inclut aussi les frais de comptabilité ou de conseil fiscal pour remplir la déclaration. Et il y a même un petit forfait de 20 € par local pour les petites dépenses diverses, courrier, téléphone, petit matériel, sans avoir besoin de justificatif précis pour ces 20 €. Et les assurances? Toutes les primes d'assurance qui couvrent le bien loué sont déductibles. Peu importe le risque couvert. Incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile. Et même l'assurance pour les loyers impayés, la fameuse GLI. D'ailleurs, pour cette dernière, dans le cas de logements conventionnés, il y a parfois une option entre déduire la prime ou bénéficier d'un crédit d'impôt. Le gros morceau maintenant, les travaux. Comment on fait la différence entre les dépenses d'entretien et de réparation et les dépenses d'amélioration? Ce n'est pas toujours évident. Non, c'est une distinction cruciale et parfois subtile, c'est vrai. Les dépenses d'entretien et de réparation, leur but, c'est de maintenir ou de remettre le bien en bon état sans changer sa structure, sa consistance. Pensez au ravalement de façade, à la réflexion de la toiture, au remplacement de la chaudière par un modèle équivalent. Ça, c'est déductible. Les dépenses d'amélioration, elles, apportent un élément de confort nouveau ou un équipement moderne, toujours sans modifier la structure. Par exemple, installer un chauffage central là où il n'y en avait pas, un ascenseur, créer une salle de bain. Celles-là sont aussi déductibles, mais surtout pour les locaux d'habitation. Ce qui n'est pas déductible directement, mais qui peut être amorti dans certains régimes spécifiques, comme le Robien autrefois, ce sont les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ce qui modifie vraiment le volume ou la surface habitable. Ah oui, la nuance est importante. Oui, et attention aussi aux réparations locatives. Normalement, c'est au locataire de les payer. Peinture, moquette.
Le propriétaire ne peut les déduire que dans des cas bien précis, si c'est dû à la vétusté, à un vice de construction ou si ce sont des travaux faits entre deux locataires pour pouvoir relouer plus facilement. D'accord. Et pour les impôts, lesquels on peut déduire? Alors, principalement la taxe foncière et ses taxes annexes. La taxe sur les bureaux en Île-de-France ou la CRL, la contribution sur les revenus locatifs, le sont aussi si on y est soumis. Par contre, attention, on ne peut pas déduire la taxe d'habitation, ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, car elle est normalement récupérable sur le locataire. Et bien sûr, on ne déduit pas son propre impôt sur le revenu, ni la TVA éventuelle, ni les droits d'enregistrement payés quand on a acheté le bien. Il y a un mécanisme qui semble un peu particulier pour les provisions pour charges de copropriété. Ça marche comment exactement? Ah oui, ça c'est spécifique à la copropriété, et c'est obligatoire pour les copropriétaires bailleurs qui sont au régime réel. C'est un système en deux temps. Année N, on déduit la totalité des provisions pour charges qu'on a versées au syndic cette année-là. C'est simple. Année N plus 1, on régularise. On doit réintégrer dans les revenus la part des provisions de l'année N qui correspondait en fait à des charges non déductibles, comme certaines grosses réparations votées, ou à des charges récupérables sur le locataire. On ajuste aussi en fonction du décompte final des charges de N qui a été approuvé en Assemblée générale. C'est un peu technique sur le papier, mais la logique, c'est on déduit ce qu'on paie l'année N, puis on corrige l'année N plus 1 en fonction de la nature réelle des dépenses et de ce qui est récupérable. Compris. Et enfin, une charge qui est souvent très importante, les intérêts d'emprunt. Oui, absolument. Les intérêts des prêts qu'on a contractés pour acheter, construire, réparer ou améliorer les biens qu'on loue sont déductibles. Ça inclut aussi les intérêts des emprunts faits pour payer des droits de succession sur ce bien, car ça permet de le conserver dans le patrimoine. Les frais liés à l'emprunt, frais de dossier, frais de garantie hypothécaire, etc., sont aussi déductibles l'année où on les paie. Même les intérêts payés avant que le bien soit loué, pendant la construction par exemple, sont déductibles ou reportables. Et si on renégocie un prêt pour en obtenir un nouveau à un taux plus bas, les intérêts du nouveau prêt sont déductibles si l'opération globale diminue bien la charge d'intérêt. L'exemple comparatif micro versus réel dans les documents fournis est assez éclairant sur l'importance de bien choisir son régime. Oui, il montre bien le dilemme. Dans l'exemple, avec 8 400 € de loyer annuel, le micro donne un revenu imposable de 5 880 € chaque année, 70% de 8 400 €. C'est stable. Si la première année, on a 3 000 € de travaux plus 1 000 € de charges, soit 4 000 € de charges, le réel donne un revenu de 8 400 moins 4 000 égale 4 400 €. C'est plus intéressant que le micro, 5 880 € cette année-là. Oui, Mais l'année suivante, sans travaux, avec seulement 1 000 € de charges courantes, le réel donne un revenu de 8 400 moins 1 000 égale 7 400 €. Et là, c'est moins bien que le micro qui reste à 5 880 €. Sur 3 ans, l'exemple montre que le micro peut être globalement plus avantageux si les travaux sont juste ponctuels. D'où l'importance de faire une simulation avant de s'engager pour 3 ans dans le régime réel, parce qu'on ne peut pas changer d'avis en cours de route. très clair. Abordons maintenant le cas où les charges dépassent les recettes en régime réel, le fameux déficit foncier. Comment est-ce qu'il est traité fiscalement? C'est souvent là que ça devient un peu complexe. C'est un point technique, effectivement, mais il est essentiel parce qu'il peut avoir un impact fiscal important. Alors, si on a un déficit foncier global sur l'ensemble de ses biens immobiliers, la première chose à faire est de regarder d'où il vient. La part du déficit qui ne provient pas des intérêts d'emprunt, eh bien, elle peut être déduite du revenu global, c'est-à-dire des autres revenus comme les salaires, les pensions. Et ça dans la limite d'un plafond annuel de 10 700 €. C'est un avantage immédiat, ça réduit directement l'impôt sur le revenu total de l'année. D'accord, 10 700 € sur le revenu global. Voilà. Par contre, il y a deux choses qui ne sont pas déductibles du revenu global. D'une part, la fraction du déficit hors intérêt, qui dépasse ces 10 700 €, et d'autre part, toute la partie du déficit qui correspond aux intérêts d'emprunt. Ces montants-là, ils ne sont pas perdus, mais ils sont uniquement reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Ils viendront diminuer les futurs bénéfices fonciers imposables. Il y a aussi une petite subtilité, si le revenu global est lui-même trop faible pour absorber les 10 700 €, l'excédent est alors reportable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Donc il faut vraiment isoler la part du déficit qui vient des intérêts. L'exemple 1 des documents, avec 39 000 € de déficit total, il illustre bien ça, non? Tout à fait. Dans cet exemple, on a 10 K € de recettes et 49 K € de charges, dont 20 K € d'intérêts d'emprunt. Le déficit total est donc de 39 K €.
Pour savoir comment l'imputer, on considère que les recettes d'IK euros couvrent en priorité 10K euros d'intérêt. Il reste donc 10K euros d'intérêt non couverts par les recettes, et le reste des charges, soit 49K euros, 20K euros, égale 29K euros d'autres charges. Le déficit se décompose donc en 10K euros liés aux intérêts et 29K euros liés aux autres charges. C'est cette part de 29K euros qui peut s'imputer sur le revenu global, mais plafonnée à 1700 euros. Le reste, c'est-à-dire les 18 300 euros, 29K euros moins 17% de K euros, plus les 10K euros d'intérêt, soit 28 300 euros au total, ne sont reportables que sur les revenus fonciers des 10 prochaines années. Je vois. C'est un mécanisme assez précis pour limiter l'allantage immédiat sur le revenu global, surtout quand le déficit est créé par les intérêts d'emprunt. Et il y a une condition pour ne pas perdre cet avantage de l'imputation sur le revenu global, n'est-ce pas? Il faut continuer à louer. Oui, c'est une condition importante. Il faut continuer à louer le bien qui a généré le déficit imputé sur le revenu global, et ce, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année de l'imputation. Si on arrête la location avant cette date, par exemple pour vendre le bien ou pour l'occuper soi-même, eh bien l'imputation est remise en cause, sauf dans certains cas de force majeure, comme un décès, une invalidité, un licenciement. Les sources évoquent aussi des plafonds de déficit qui peuvent être majorés dans certains cas, comme pour la rénovation énergétique des passoires thermiques récemment. Oui, tout à fait. Le plafond d'imputation sur le revenu global peut être temporairement doublé, passant donc à 21 400 euros pour certaines dépenses de rénovation énergétique qui sont engagées entre 2023 et 2025. Ça concerne les logements classés F ou G qui passent à une classe A, B, C ou D après travaux. C'est un bon exemple de la manière dont la fiscalité peut être utilisée pour encourager certains comportements, ici la transition écologique. Et il existe aussi des régimes plus anciens, comme pour les monuments historiques ou le Malraux avant 2009, qui avaient des règles d'imputation spécifiques, souvent sans limite. Terminons avec le cas particulier du démembrement de propriété. C'est quand l'usufruit, le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, est séparé de la nue propriété, le droit d'en disposer à terme. Qui déclare les loyers? Qui déduit les charges dans ce cas? Alors, le principe de base vient du Code civil. C'est l'usufruitier qui perçoit les loyers, c'est donc lui qui doit les déclarer dans ses revenus fonciers. C'est aussi lui qui est responsable des charges d'entretien courantes et il peut donc les déduire de ses revenus fonciers. Le nu propriétaire, lui, est légalement responsable des grosses réparations, celles qui touchent à la structure de l'immeuble, les gros murs, la toiture. S'il paye effectivement ces grosses réparations, il peut les déduire. Mais attention, uniquement de ses propres revenus fonciers s'il en a d'autres par ailleurs. Il ne peut pas les déduire de son revenu global. Si ces dépenses créent un déficit foncier pour le nu propriétaire, ce déficit suit les règles normales, il est reportable sur ses revenus fonciers des 10 années suivantes. D'accord. Et pour les intérêts d'emprunt? C'est un peu plus compliqué. Si c'est l'usufruitier qui a emprunté pour acheter l'usufruit, il peut déduire les intérêts de ses revenus fonciers. Logique. Mais si c'est le nu propriétaire qui a emprunté pour acheter la nue propriété, en principe, il ne peut pas déduire les intérêts de ses revenus fonciers, Pourquoi? parce qu'il ne perçoit pas les loyers de ce bien. Il y a quelques exceptions très spécifiques, notamment via des rescrits administratifs ou pour des cas particuliers comme l'usufruit temporaire pour un bailleur social. Mais la règle générale, c'est la non-déductibilité pour le nu propriétaire. Et il y avait avant un régime plus favorable pour les grosses réparations payées par le nu propriétaire, mais ça, c'est fini. Oui, c'est exact. Jusqu'à la loi de finances pour 2017, il existait une dérogation assez avantageuse, surtout dans les cas de démembrement suite à une donation ou une succession familiale. Le nu propriétaire pouvait, sous certaines conditions, choisir de déduire les grosses réparations qu'il payait de son revenu global dans une limite annuelle de 25 000 euros, avec un report possible sur 10 ans. C'était une exception notable. Mais cette possibilité spécifique d'imputation sur le revenu global a été supprimée. Aujourd'hui, la règle plus stricte, les grosses réparations payées par le nu propriétaire ne peuvent s'imputer que sur ses autres revenus fonciers éventuels. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour des points essentiels qui étaient prévus. Si on devait résumer pour bien retenir les idées clés. D'abord, bien identifier ce qui est revenu imposable ou exonéré. Ensuite, maîtriser les conditions du microfoncier, le seuil de 15K euros, l'abattement de 30% et surtout les cas d'exclusion. Savoir quand il est intéressant d'opter pour le régime réel, si les charges dépassent 30% ou si on prévoit un déficit. En régime réel, être très rigoureux sur la déclaration des recettes et,
point crucial sur la justification de toutes les charges déductibles. Et enfin, bien comprendre la mécanique d'imputation et de report des déficits en séparant bien ceux qui viennent des intérêts d'emprunt du reste. C'est une excellente synthèse. J'ajouterai peut-être 2 conseils très pratiques. Le premier, la rigueur documentaire. C'est vraiment la clé en régime réel. Conservez toutes vos factures, tous vos justificatifs. Le fisc peut contrôler plusieurs années en arrière. Le second conseil, l'anticipation. L'option pour le réel, on l'a dit, c'est pour 3 ans minimum. Donc faites des simulations, projetez-vous un peu avant de vous engager. Et puis, gardez un œil sur les évolutions fiscales. On l'a vu avec le bonus pour la rénovation énergétique ou la suppression de l'ancien régime pour le nu propriétaire. La fiscalité immobilière, ça bouge. Merci infiniment pour cet éclairage vraiment très structuré et pour toutes ces mises en perspective. C'était dense, mais j'espère que ça sera utile pour toutes celles et ceux qui planchent sur ce sujet en ce moment. Peut-être, pour finir sur une note un peu plus large, une réflexion. On a beaucoup parlé de règles de calcul, de techniques fiscales. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous pensez que cet ensemble de règles, les seuils, les charges qu'on peut déduire ou pas, la façon dont on traite les déficits, les régimes spéciaux, comment tout ça influence finalement les choix d'investissement des particuliers en France? Est-ce que ça pousse plutôt vers l'ancien rénové, vers le neuf avec des dispositifs de défiscalisation, vers la location nue ou la location meublée qui a d'autres règles? Et comment ça impacte peut-être la gestion du parc immobilier sur le long terme? Voilà, c'est une question qui dépasse un peu la technique pure, mais qui ouvre sur des considérations économiques et patrimoniales plus larges. De quoi, peut-être, prolonger la réflexion après notre discussion.